c'est plus petit pucelle. Et personne ne pensait à ça. Donc, on en est là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Où va-t-on? Quelle solution on apporte? Quelle solution on apporte? Donc on nous a dit, j'y reviens, un plan BAC. On va débloquer 100 millions d'euros. Avec des années de retard, on nous montre ça comme quelque chose d'énorme, mais avec 10-15 ans de retard, 100 millions d'euros, c'est pas grand-chose avec le travail qu'il va faire. Et on dit, on va équiper les services, donc BAC, brigade anticriminalité, que vous connaissez, des fonctionnaires de police en civil qui font leur patrouille. Et on a équipé ces gens, on est en train de les former, on leur donne des véhicules, on leur donne des armes, très bien. Mais dans votre ville, s'il n'y a pas de BAC, qui va intervenir? À Tulle, il n'y a pas de BAC. À Ussel, il n'y a pas de BAC. J'étais à Guéret la semaine dernière, il n'y a pas de BAC. Il n'y a pas de BAC, il n'y a pas de moyens, puisque c'était un plan BAC. La directrice départementale de la sécurité publique me dit, mais monsieur, j'ai un problème. Il doit y avoir des armes, des véhicules, mais moi j'ai pas de fonctionnaire de BAC, j'ai pas assez d'effectifs, je ne peux pas en créer une. Donc moi j'ai pas de moyens. Je regarde, mais je dis, mais alors s'il se passe un attentat, quelque chose chez vous, qui intervient en premier? Mais elle dit, les policiers du quotidien. La patrouille de police secours. Le policier qui fait son travail de tous les jours. Sauf que lui, il n'est pas prévu dans le plan BAC. Lui, il n'a pas été équipé. Il n'a pas été formé. Mais on veut nous faire croire aujourd'hui à la télévision que tout va bien, que tout le monde est équipé, tout le monde est au top. Excusez-moi de vous le dire, c'est faux. On n'en est pas là aujourd'hui, c'est faux. Donc moi je viens aujourd'hui parce qu'on me donne la possibilité de prendre la parole, mais je viens un peu partout pour le dire, pour que vous le sachiez. Je ne suis pas là pour donner des consignes de vote, ni pour vous demander d'adhérer à telle partie, telle décision. Ça vous regarde, c'est votre décision. Simplement, vous devez savoir ce qui se passe dans les commissariats, c'est votre sécurité. C'est votre sécurité. Et quand je vais à Guéret, récemment, je vois le maire qui me dit, mais monsieur, on a trouvé une solution pour sécuriser la course cycliste qui va intervenir, on s'est mis d'accord avec le préfet, on va engager des vigiles. Parce que je disais, mais c'est dommage, il n'y a pas assez de policiers, donc comment on va faire le jalonnement, la sécurité, la circulation? Il me dit, non, mais on va trouver des vigiles. Mais est-ce que vous voulez des vigiles pour faire votre sécurité tous les jours? Est-ce que vous voulez des patrouilles de vigiles dans les rues pour compenser le manque d'effectifs de police? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On a besoin de gens, de professionnels, de gens qui sont formés, des gens qui sont habilités, qui sont contrôlés, voilà, et qui savent ce qu'ils font. Et ça, c'est la police nationale. C'est la police nationale. Et la sécurité, ça relève de la police nationale. Ça ne relève pas de sociétés privées, de vigiles, de caméras et autres. Donc le constat, il est là. Aujourd'hui, les policiers sont usés, ils sont épuisés. Alors on va me dire, oui, mais la Corrèze, oui, effectivement, la Corrèze. Mais la Corrèze, il y a aussi d'autres contraintes. Des contraintes que les gens n'imaginent peut-être pas. Je vais vous donner un exemple. J'avais un collègue au téléphone la semaine dernière qui me dit, mais j'en peux plus. Parce que lui, systématiquement, quand un détenu, par exemple, est hospitalisé, on l'enlève de la maison d'arrêt et on l'envoie à l'hôpital. Il est soigné. Mais l'infirmière ne peut pas surveiller ce détenu s'il s'évade. Donc il faut 2 policiers en permanence, mais qui se relèvent toutes les 8 heures. Vous voyez, donc ça multiplie. Donc les policiers, ils vont surveiller un détenu à l'hôpital tout le temps. Mais ces 2 policiers, plus ces 2, plus ces 2, plus la nuit, c'est des policiers qui ne sont pas sur le terrain. Pour votre sécurité. Ça n'a pas l'air d'inquiéter. Et quand je dis ça au directeur, il me dit, oui, monsieur, comment voulez-vous que je fasse? Je vous fais comme nous. Vous demandez des effectifs, vous dénoncez. Ah, mais moi, je ne peux pas dénoncer. Moi, à ma place, si je dénonce, ça va me retomber dessus. Mais chez nous, on fait ça tous les jours. Tous les jours, ça nous retombe dessus. Tous les jours, on est victime de pression, de coups de téléphone, de choses comme ça. On a organisé, d'ailleurs, je remercie M. Souris qui était présent, une manifestation devant le commissariat de Brive au mois d'avril contre les violences policières que subissent Montpellier. On avait dit, mais toute la journée, j'avais des coups de téléphone. Je ne dirais pas de où, je ne dirais pas de qui, mais ça venait de très haut. Ne faites pas ça, ce n'est pas le moment. Il ne faut pas dire à la télévision que les policiers sont en souffrance, qu'il y a un manque d'effectifs, ce n'est pas le moment, les Français vont avoir peur. Mais qu'est-ce qu'on fait? On est complice de ça? On ne dit rien? On se cache? On se met dans nos commissariats, on s'enferme à la clé la nuit parce qu'il n'y a que 2 policiers? Et quand les gens appellent, on dit, bah, écoutez, on s'organise, on reviendra quand on pourra. Oui, mais quand on ne peut pas venir, ils font quoi les gens? C'est ça, le discours, c'est ça qu'on veut dire. Alors oui, ça fait peur. Ça fait peur, mais si on ne le dit pas nous, qui vous le dira? Qui vous le dira? Comment vous le saurez? Voilà. Donc moi, il ne s'agit pas aujourd'hui de vous dire, voilà, votez pour telle ou telle personne. Je veux juste que vous sachiez ce qui se passe. Ce qu'il en est dans les commissariats, dans vos départements, dans vos villes, pour que vous preniez la bonne décision le moment voulu, pour que vous puissiez vous dire, voilà, ce qu'on me dit à la télévision, attention. Attention au discours policier, trop lisse, trop beau, enjolivé, machin. On a trouvé de l'argent, on a trouvé des solutions. C'est pas arrivé encore. C'est pas arrivé. Je m'excuse, hein, mais avant et après les attentats, j'ai pas vu de différence. J'ai pas vu de différence. Je m'excuse, hein, ça fait peut-être peur ce que je vous dis, mais... On nous a promis des effectifs. Alors effectivement, on parle de recrutement massif. Je rappellerai que depuis 2008, on avait perdu 12 000 postes de policiers. 12 000, je vois plus de 10%. On a effectivement augmenté les recrutements, il y a des recrutements massifs qui se font. Donc là, on se félicite d'avoir recruté en quelques mois 9 000 policiers. On n'a pas rattrapé les 12 000 qui ont été supprimés. On n'a pas compensé tous les départs à la retraite qui ont été faits depuis. On n'a pas compensé tous les policiers qui ont démissionné. Parce que ça, il faut le savoir. On a de plus en plus de policiers qui se reconvertissent, qui partent dans le privé, dans d'autres administrations, parce qu'ils n'y croient plus. Parce qu'ils n'ont plus envie. Parce qu'ils n'ont plus envie de sacrifier leur famille pour le service public, pour la mission qui était la leur, pour leurs premières envies, leurs premières convictions, parce qu'ils n'y croient plus. Ils se sentent abandonnés.
Donc ça a disparu, ça a diminué. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 9000 policiers. Oui, 9000 policiers sur les concours qui sont en cours, qui sont recrutés, qui attendent de rentrer en école, parce que 90% de ces jeunes ne sont pas encore rentrés en école. Ils vont rentrer en école dans les prochains mois, 12 mois de formation. On parle d'une formation réduite à 10 mois et demi. Bon, c'est 10 mois et demi de formation. Mais quand on sort de l'école, on n'est pas encore un policier. On est encore un apprenti, on est quelqu'un qui découvre le métier, on découvre, on a besoin de l'expérience des anciens. On n'est pas formé, on n'est pas opérationnel. Donc les policiers qu'on vous promet depuis des semaines, depuis des mois à la télévision, ils seront opérationnels dans 2 ans. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il ne faut pas recentrer les missions? Est-ce qu'on ne peut pas donner la priorité à certaines choses? Est-ce qu'on ne peut pas supprimer des missions, j'allais dire, secondaires, comme celle de surveiller les détenus dans les hôpitaux? Est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions? Alors ça ne va pas débloquer des milliers de policiers, mais 200 ou 300 en la France, c'est 200 ou 300 patrouilles ou 200 ou 300 fonctionnaires disponibles. Voilà. On peut recentrer, il y a des choses à faire, je ne rentrerai pas dans des débats techniques, dans des fonctionnements internes, mais il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Alors aujourd'hui, les policiers, quand ils sont dans la rue, ils ne demandent pas de l'argent. Ça va surprendre. On a dit, mais les policiers, les syndicats, non. On ne demande pas des revalorisations salariales, on ne demande pas des augmentations, on demande juste les moyens de travailler. On demande les moyens de travailler. C'est aussi simple que ça, et on les a pas. On était, au mois d'avril, 10 000 dans les rues de Paris. 10 000 policiers dans les rues de Paris à manifester, énorme. Jamais vu. Sous les fenêtres de M. Valls. Un petit peu avant, parce qu'on était bloqué quand même, on n'a pas pu y aller. Mais il nous a entendu de son bureau, il nous l'a dit. C'était selon les syndicats ou selon la police? C'était un peu les deux, parce qu'on était à peu près d'accord. On était à peu près d'accord sur nous, mais il faut bien le préciser, vous avez raison. Et bien malgré ça, on a été reçus donc 2 jours après à l'Élysée, et le président nous a dit je vous ai entendu. Oui, on s'est regardé. Alors, qu'est-ce que vous allez nous apporter? Mais il dit, vous allez aller voir vos camarades et vous allez leur dire de ma part que j'ai entendu votre appel, j'ai entendu votre souffrance, et vous serez tous augmentés de 50 € sous 4 ans. Donc on lui a dit, mais vous n'avez rien entendu. Donc on s'est levé, on est parti. Donc on a refusé de signer un protocole en rabais qui avait été proposé. C'est pas ça qu'on demandait. On a voulu nous acheter avec 50 €, même si ça avait été 500 €, c'est pas ça que demandent les policiers. Vous avez vu aucune banderole dans les rues, aucun discours de mes camarades sur les plateaux téléviseurs pour demander de l'argent. C'est pas ça qu'on demande. Ils n'ont pas compris. Alors je ne sais pas où on va, je ne sais pas quelle est la solution. Moi, je n'ai pas de solution à apporter aujourd'hui. J'ai des idées, on peut proposer, on peut avancer. Je n'ai pas de solution. Il y a des gens qui sont là pour ça. Il y a des gens qui se battent pour ça. Et je suis content de le voir parce que j'étais surpris. Il y a un mot qui m'est revenu de votre discours, c'est le mot confiance. Et ça m'a rappelé ma première rencontre avec M. Faure. Ça m'a fait comme ça. Je vais revenir un peu dessus parce que c'est important de savoir pourquoi je suis là aujourd'hui. Parce que quand il y a eu cette manifestation contre les violences policières à Brive, je vous rappelle quand même le mouvement Nuit debout à Paris, qui dure, nous sommes quand même en état d'urgence, il faut le rappeler. Donc en état d'urgence dans un pays comme le nôtre, on peut, pendant des mois et des mois, occuper une place, la place de la République. C'est quand même pas n'importe quelle place en plus. La place de la République pendant des mois et des mois pour agresser des policiers, pour saccager, pour nuire aux gens qui habitent dans le quartier. Imaginez ces gens qui tous les soirs entendent des cris, parce qu'il ne s'agit plus de revendiquer, il s'agit de faire la fête, de casser, de saccager. Donc, tout le monde a bien compris, il ne faut pas se voiler la face. Donc on a des policiers qui travaillent là tout le temps, et tous les jours ils sont victimes de violences, et puis alors j'entendais aux infos, mais c'est mieux, il n'y a eu que 2 policiers blessés cette nuit. Oh, mais écoutez, tant mieux. Alors c'est vrai qu'on en a eu 20 quelquefois, on a eu jusqu'à 20 par jour, maintenant il n'y en a plus que 2. Et c'est vrai qu'on en parle de moins en moins, il y a d'autres sujets. Donc on avait fait cette manifestation. Et j'étais au commissariat de Brive, je suis le temps des commissaires, et on me dit, il y a un monsieur au téléphone qui voudrait participer avec une délégation à ce mouvement. J'étais surpris, un monsieur qui n'est pas policier, ça fait plaisir. Et je prends le téléphone, et c'était monsieur Fourion, on ne se connaissait pas. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il faisait partie du mouvement Debout la France, il ne me l'avait pas dit, c'est tout à son honneur. Et il me dit, on est quelques amis, on voudrait participer, on voudrait être là, on voudrait être présent. Mais je lui ai dit, mais venez, au contraire, venez, on était contents. Donc c'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on a discuté, et le mot confiance, justement, c'est le mot qui me revient quand je pense à M. Faury. Parce que ce jour-là, on n'a pas parlé ni politique, ni engagement, ni quoi que ce soit. Il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu avec ses banderoles et ses drapeaux. Il n'a pas voulu apparaître à côté de moi sur France 3 ou dans la presse. Il est venu parce qu'il le voulait vraiment. Et on a discuté, on a échangé, on a semble-t des valeurs communes, voilà. Je suis d'accord pour vous dire. Je voulais souligner comme c'est quand même important parce que voilà, il n'y a pas quelquefois, il y a un peu de raccroche, des choses comme ça. On est quelquefois approchés, voilà. Surtout quand on fait partie de bureaux nationaux, on a quelquefois des interventions télévisées, on aimerait bien être qu'on soit assis à côté de telle ou telle personne. C'est pas ce qu'a fait M. Faury. Donc, voilà, donc ça, je voulais quand même le souligner. Je vous en remercie. Les collègues qui étaient présents ce jour-là ont apprécié aussi parce qu'ils vous ont vu, ils se sont dit mais c'était quoi cette délégation? Je leur ai expliqué, tout le monde a apprécié, voilà, que ce soit fait de façon anonyme. Voilà, donc voilà, donc je voulais discuter avec vous de ça aujourd'hui, voilà, vous dire un peu quel était le climat, le ressenti. Les policiers sont fatigués, les policiers en ont assez. On le sait tous, une avocate pourra le confirmer, on a tout ce qu'il faut dans l'école pour travailler. On a le code pénal, on a le code de procédure pénale, pour résumer la partie judiciaire qui est la mienne, il y a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin de révolution, on n'a pas besoin de tout changer. Appliquons ce qui existe, donnons-nous les moyens, recentrons les missions, arrêtons. Il y a des choses qu'on peut arrêter. Simplement, il faut vouloir. C'est ça, il faut vouloir.
Et au-delà de ça, je le disais au préfet la dernière fois, la chance que vous avez quelque part, la chance qu'ils ont, tous ces dirigeants, c'est que le policier continue à travailler. Parce qu'il y croit encore, le policier. Vous voyez, je suis ému de vous le dire parce que je vois mes camarades. On devait venir avec M. Domas, que vous connaissez, qui est le représentant départemental de notre organisation. Et pendant qu'on discutait ensemble ce matin, le téléphone portable a sonné, c'était la... Excusez-moi, je suis ému parce que c'était la femme d'un collègue qui me dit, mais monsieur Luc, il faut venir à la maison parce que mon mari, ça va pas. Mon mari, ça va pas, ça fait 6 mois qu'il demande à quitter la nuit parce qu'il ne voit plus ses enfants, parce qu'il ne voit plus, il n'en peut plus. Quoi. Il n'en peut plus et on ne le fait pas bouger. Parce qu'on s'en fiche. Donc on a appelé la direction tout de suite, donc si c'est un samedi, on me dit, mais c'est pas possible, je vais mettre qui à la place? Je vais mettre... C'est toujours le même discours, l'excuse des effectifs, des choses comme ça. Donc M. Domas n'était pas là parce qu'il est allé assister ce collègue pour le soutenir, pour trouver une solution. Voilà où on en est. Et ça vous plaît. Oui, il est quand même là. Voilà. Donc voilà, il en est. Donc voilà, je voulais... Malheureusement, le discours est un peu alarmiste, un peu fataliste, mais bon, on y croit, on y travaille. Voilà. Il existe des possibilités. Voilà. Je suis content de venir aujourd'hui, de voir voilà, des gens qui s'investissent, qui y croient, de voir des jeunes de 22 ans qui sont motivés comme il est. Voilà. Ça, c'est important, ça redonne confiance. Voilà. Donc je vous le disais, voilà, moi je ne suis pas là pour faire un discours politique, je suis là pour faire un constat. Mais malgré tout, j'aurais quand même terminé mon intervention par on peut y aller, on peut y arriver, et debout la France. Merci. Laurent, je crois que je n'ai pas d'autres mots à dire après M. Hugues. Je vais laisser la place à M. Laurent Jacobelli, le secrétaire général adjoint de Debout la France. Merci à tous, merci de votre accueil, merci Jean-Pierre pour l'organisation, merci aux candidats qui ont présenté leur programme, merci Grégory pour votre intervention. J'ai envie de dire que c'est moi qui suis ému, parce que je vous ai vu vous succéder à la tribune, et ils m'ont prévenu avant, ils m'ont dit, pour la plupart, c'est la première fois qu'on parle en public, on ne sait pas si ça va être bien, etc. Eh bien, rassurez-vous, non seulement c'était très bien, mais en plus, je crois qu'on peut dire qu'on peut être très fier et très heureux de vous avoir sur nos listes pour les législatives, car vous représentez une politique que les Français sont prêts à entendre et prêts à écouter. Et je peux vous dire à quel point, en tant que secrétaire général adjoint du mouvement, je suis fier de pouvoir venir soutenir des candidats comme vous, quand on voit à côté qu'ils investissent des Balkany, des Georges Tron accusés de viol, et que chez nous, eh ben, on a des gens bien. On a des gens bien qui vont au combat par conviction, qui vont au combat parce qu'ils ont vécu une vie d'agriculteurs, de salariés, d'avocats, de mères au foyer, d'étudiants, qu'ils savent de quoi ils parlent et qu'ils vont au combat non pas pour un poste. Il y a des partis qui peuvent en proposer plus rapidement et mieux rémunérés, non pas pour la gloire personnelle, parce que les médias souvent ne font pas beaucoup écho à nos campagnes, mais ils y vont parce qu'ils aiment leur pays, parce qu'ils aiment notre culture, parce qu'ils aiment leurs concitoyens et parce qu'ils veulent une France belle, généreuse et heureuse pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Et j'aimerais vous dire un sincère, un grand et un chaleureux merci. Voilà. Vous le savez peut-être, j'ai la chance de m'occuper de la campagne des présidentielles de 2017 et j'aimerais échanger avec vous à propos de cette campagne. Ce que je vais vous dire là va vous paraître un peu fou, mais je pense que dans un an, si on se revoit, vous vous direz « mais il nous l'avait bien dit ». J'ai un scoop pour vous. Mais il est tout à fait possible que Nicolas Dupont-Aignan soit notre prochain président de la République. C'est possible pour plein de raisons. La première, c'est son entourage, chez vous. Parce que sur le terrain, être représenté par des gens bien, être représenté par des gens honnêtes, c'est une vraie différence avec cette classe politique qui n'a plus d'honneur, qui n'a plus de conviction et qui parfois même est malhonnête. Nous allons nettoyer cette vieille politique, nous allons nettoyer cette vieille classe politique, ceux qu'on appelle nos élites, mais qui sont en fait la honte de notre société, et nous allons mettre à la place des gens bien. Et grâce à ça, c'est toute l'image de notre mouvement qui est une bonne image. Et donc, rien que pour ça, nous détonnons avec l'univers politique, et rien que pour ça, aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan a ses chances. Il a ses chances aussi quand on regarde les sondages.
Aujourd'hui, nous sommes donnés entre 5 et 8%. Pour tous ceux qui ont fait campagne au nom de Vous la France, vous savez qu'il y a un multiplicateur simple, c'est quand un journal vous donne un sondage, vous multipliez par 2 et vous avez votre score. Bon, moi ça s'est appliqué dans ma région, on m'a donné 2,5, j'ai fait 5, je crois que ça s'est appliqué ici, ça s'applique à peu près partout. Imaginez, si on vous donne entre 5 et 8, c'est plutôt très bon signe. Deuxième signe qui est très bon, c'est qu'à fin mai, nous avions autant d'adhérents que pour l'année 2015. C'est-à-dire que le rythme des adhésions s'emballe et que nous avons des gens qui nous rejoignent de partout. Des maires, des conseillers municipaux et qui viennent de tous les horizons. Du Front de gauche, du Front national, des Républicains, du Modem, beaucoup de gens viennent du Modem et de l'UDI, et même, et c'est nouveau, du Parti socialiste. Donc, quand nous disons que nous sommes un rassemblement gaulliste et que tous les Français, tous les patriotes de bonne volonté sont les bienvenus chez nous, nous le disons, mais nous le montrons. Et pas besoin de faire des alliances compliquées en vue d'un deuxième tour ou d'un quelconque mandat. Nous, l'alliance, elle se fait dès l'origine, puisque dans notre parti, il y a des gens qui viennent de partout. Une fois encore, ils ont tous un point commun, ce sont des gens honnêtes et qui aiment leur pays. Donc ça aussi, c'est un très bon signe. L'autre bon signe, c'est qu'en face de nous, c'est en train de retomber comme un soufflet et de se déliter. Quand on voit la guerre qui secoue l'UMP, voilà. J'ai du mal à dire les républicains, moi je m'estime républicain et je suis bien heureux de ne rien avoir à faire avec ces gens-là. Mais quand on voit la guerre qui se mène aujourd'hui, comment voulez-vous qu'en novembre, une fois que le candidat officiel sera déclaré, ces gens-là se réunissent? Ils se détestent. Et nombreux sont les députés qui viennent nous voir et qui nous disent « Oh là là, si c'est Fillon, je viendrai chez vous. Oh là là, si c'est Juppé, j'appellerai à voter pour vous. Sarkozy, jamais, je viendrai vous soutenir. » Eh bien, vous verrez ce qui se passera en novembre, mais nous aurons des ralliements. Quoi d'autre? Le Parti socialiste, je ne reviendrai pas sur son bilan, il a déjà été évoqué. Je pense que François Hollande aura été le pire président de la République, de la Ve République. À la limite, un pas mauvais stagiaire pour Madame Merkel, mais rien de plus. Monsieur François Hollande, qui a été si mauvais que son propre parti lui demande d'aller aux primaires pour avoir une chance de se faire réélire. Monsieur François Hollande qui devra donc débattre avec Marie-Noëlle Lienemann, que personne ne connaît, ou Monsieur Gérard Filoche. Voilà où en est le président de la République de la 6e puissance mondiale. Non, le danger ne vient pas de là. Bien évidemment, du côté des partis de rupture, dont nous sommes trois. Debout la France, le Front de gauche et le Front national. Le Front de gauche, je ne vais pas m'étendre, il y a longtemps qu'on sait que l'Union soviétique n'existe plus et ne peut pas marcher. Le Front national, c'est vrai, peut tenter beaucoup de Français. Mais quel Front national? Identitaire, libéral, ultra-catholique de Marion Maréchal Le Pen, le Front national gauchiste de Florian Philippot, ou le Front national familial de Marine Le Pen. Là encore, c'est l'inconnu total. Moi, je suis persuadé que les Français sont des gens de bon sens. Ils ont compris que ce système nous menait à la perte. Ils ont compris que les extrêmes n'allaient pas nous sauver. C'est à nous maintenant, sur le terrain, sur les marchés, par les législatives, par le travail formidable que vous faites notamment dans la Fédération de Corrèze, de convaincre les citoyens que la seule alternative crédible, c'est Debout la France et c'est Nicolas Dupont-Aignan. Nous sommes un parti, je crois, dont nous pouvons être fiers. Lors des dernières régionales, d'abord nous avons été présents partout et ça nous a permis de changer de catégorie. Aujourd'hui, on ne nous voit plus de la même manière. Mais surtout, lorsque le deuxième tour est venu, nous avons respecté notre parole. Vous imaginez? Un parti politique qui respecte sa parole. Dans 2 régions, nous pouvions fusionner avec d'autres listes. Aujourd'hui, nous pourrions avoir une 50aine de conseillers régionaux qui ramènent des dizaines de milliers d'euros dans les caisses du parti. Eh bien, nous avons refusé de nous vendre et à l'UMP et au Front National. Nous préférons être pauvres et dignes que riches et honteux. Et ça, croyez-moi, c'est une vraie valeur. Et puis nous allons gagner parce que notre programme est un programme de bon sens,
que les Français savent aujourd'hui comme le seul programme applicable et réel. Ce programme, il est simple, on l'a déjà un petit peu évoqué, je vais revenir rapidement sur les principaux points. Tout d'abord, nous allons ramener l'ordre dans ce pays. Oui, ce pays, on peut le dire, a besoin d'ordre. Oui, aujourd'hui, c'est la chienlit en France. D'abord, il faut arrêter avec cette fausse générosité qui s'applique à tout le monde, ce faux humanisme qu'on applique même au terrorisme. Il faut maintenant des mesures vigoureuses et énergiques. Les paroles et les fleurs sur les tombes, ça ne suffit pas à faire une politique. Il faut mener la guerre aux djihadistes. Et pour ça, c'est très simple. Il faut isoler tous ceux qui reviennent du djihad en France. Il faut les écarter du reste de la population. Alors on est souvent moqué quand on parle des îles Kerguelen ou de la Guyane. Moi je l'assume, et je pense qu'on peut tous l'assumer, il faut les confiner à l'isolement. Quand je vois qu'un terroriste qui a participé à la terrible nuit du 13 novembre a une salle de sport aménagée à côté de sa cellule pour ses seuls besoins, j'ai honte de mon pays, et je tiens à le dire. Cette personne n'est presque plus un être humain, et on le traite presque mieux que certains de nos concitoyens. C'est une honte. Oui, il faut isoler les djihadistes, et oui, il faut donner des moyens à la police. Alors, je ne dis pas ça juste parce que vous êtes là, mais nous le clamons à longueur d'année. Vous l'avez dit, Nicolas Sarkozy a montré l'exemple, si je puis dire, en supprimant 12 000 postes de policiers. Mais ce n'est pas 12 000 postes qu'il faut créer. C'est des dizaines de milliers de postes pour à nouveau assurer la sécurité des Français. Et qu'on ne me parle pas d'économie, qu'on ne me parle pas de la dette. Les économies, oui, on peut en trouver, mais probablement pas sur ce poste-là, au moment où nous sommes attaqués sur notre propre territoire par des ennemis de la France et des ennemis de la République. Oui, il faut que la police soit soutenue et aimée par son gouvernement. La police n'est pas une variable d'ajustement sur des contraintes budgétaires demandées par Bruxelles. La police, c'est l'ordre, c'est la sécurité, c'est l'avenir de nos enfants, c'est une priorité. Et nous ne sommes pas des citoyens du monde, il faut arrêter, nous ne sommes plus en mai 68, les frontières nationales, c'est utile. Dès le lendemain de son élection, Nicolas Dupont-Aignan rétablira les frontières. Oui, nous contrôlerons à nouveau les frontières. Alors on m'explique, à longueur de débat, mais vous êtes fous, comment contrôler autant de frontières en France? J'ai 46 ans et je ne suis pas amnésique. Il me semble qu'il y a quelques dizaines d'années, on le faisait. Que les kalachnikovs ne passaient pas aussi facilement que ça. Que les djihadistes ne se baladaient pas comme on peut se balader au parc un dimanche. Il faut, de toute urgence, reprendre le contrôle de nos frontières. Et puis aussi, il faut stopper net cette immigration clandestine qui met à mal le beau système d'assimilation français. Non, la France ne peut pas accueillir des millions de clandestins sur son sol. Je le dis d'autant plus calmement que je suis petit-fils d'immigrés, italiens, comme mon nom l'indique, et je n'ai pas honte de mes racines, et je suis fier d'être français. Mais il se trouve que mes grands-parents sont rentrés légalement en France, que mes grands-parents ont mis leurs enfants à l'école pour apprendre le français, que mes grands-parents ont toujours travaillé, toujours cotisé, toujours respecté les lois. Pour eux, être français, c'était adopter la culture française et c'était rendre au centuple à la République qui les avait accueillis le service qu'elle leur devait. La France n'est pas un hôtel, la France n'est pas un restaurant, la France n'est pas une clinique. La France est une belle et grande nation qui a 2000 ans d'histoire. Oui, on peut aujourd'hui rejoindre la France, mais il faut le faire légalement et sur les bases de la civilisation française, et à ses seules conditions. Aujourd'hui, 2 milliards d'euros sont dépensés par an pour le traitement des demandeurs d'asile. Seulement 3% des déboutés sont envoyés chez eux. C'est-à-dire qu'un clandestin qui met le pied en France est quasiment sûr d'avoir un jour ou l'autre le droit de résider en France. Ce n'est plus possible. Il faut enfin arrêter avec le laxisme judiciaire et la folie des lois Dati et Taubira. Aujourd'hui, pour aller en prison, il faut vraiment le vouloir. Je ne vais pas parler en votre nom, mais combien de petits délinquants
passent toutes les semaines au commissariat devant des policiers désabusés qui savent très bien qu'ils reverront la même tête la semaine prochaine parce que nous, dit-on, il n'y a plus de place en prison. Eh bien, des places en prison, ça se construit. Avec nous, il y aura un minimum de 40 à 50 000 places de prison lors du premier septennat qui seront construites. Nous ne voulons pas d'un État tout sécuritaire, nous ne voulons pas mettre tout le monde en prison. Mais la place des voyous, ce n'est pas dans nos rues, c'est dans les prisons. Et des vraies prisons. Pas celles où on fait du sport, pas celles où les portes sont ouvertes, pas celles où, j'ai appris ça récemment, les gardiens de prison sont en survêtement pour faire plus jeune et mieux s'adapter à la population carcérale. C'est un monde à l'envers, un renversement des valeurs. Il faut protéger les gens honnêtes qui travaillent et qui respectent la loi et condamner les autres, pas l'inverse. Car ceux qui travaillent sont aussi très mal lotis. Eh bien, nous remettrons le travail au cœur des valeurs, nous remettrons le mérite au cœur des valeurs lorsque nous serons au pouvoir. Tout d'abord, on en a parlé tout à l'heure, nous lutterons contre la grande fraude fiscale. Je suis lorrain, pour ceux qui ne le savent pas, et deux Lorrains viennent d'être condamnés par la justice luxembourgeoise pour avoir dénoncé la fraude fiscale de certaines personnes dans les banques du Luxembourg. Qui condamne-t-on? Les banques luxembourgeoises? Non. Monsieur Juncker, qui était Premier ministre à cette époque, et qui a fait en sorte que des accords secrets puissent être signés entre le gouvernement du Luxembourg et des entreprises. Pas du tout. Deux braves types qui aiment leur pays et qui ne veulent pas d'une France à deux vitesses, celle des très riches qui cachent leur argent et celle des classes moyennes qui payent des impôts. Eh bien, qui se fait condamner? Les deux lanceurs d'alerte. Eh bien, ça, c'est terminé. Nous allons chasser la grande fraude fiscale. Mais, autant que les profiteurs du haut, nous traquerons les profiteurs du bas. Ceux qui croient que le RSA est un salaire. Ceux qui croient qu'assister est un métier. Oui, pour aider ceux qui se retrouvent au bord de la route temporairement. Ça peut arriver à chacun d'entre nous, et le rôle d'une communauté, c'est de se soutenir dans les moments difficiles. Mais non, à ceux qui en ont fait un mode de vie. Aujourd'hui, si l'on est malin, entre le RSA, les allocations familiales et l'aide au logement, eh bien, il existe aujourd'hui des couples avec deux enfants qui ont 4 000 € net par mois pour vivre sans travailler, alors qu'une famille d'agriculteurs aura, elle, 1 500 €. De cette France-là, nous ne voulons plus. C'est clair, il y aura un plafond avec nous de l'assistanat et aucune personne en France ne pourra vivre mieux sans travailler que si elle travaillait. C'est du bon sens, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et enfin, la France n'ira mieux que si elle peut permettre à ses concitoyens de travailler, de gagner de l'argent et de créer des entreprises. Nous allons relocaliser 1 million d'emplois en France, tout simplement en supprimant la directive des travailleurs détachés. Là aussi, on en a parlé tout à l'heure. Du jour au lendemain, c'est la création de 500 000 emplois. Mais quel est ce monde où on crée des travailleurs discount, des travailleurs low cost, qu'on fait venir de Roumanie ou de Pologne pour travailler et prendre le boulot de 500 000 Français qui, eux, doivent payer leur charge sociale en France? On crée une concurrence déloyale qui défavorise nos propres salariés. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Alors, j'entends Manuel Valls qui dit « Ah, mais on a compris, on va le faire ». Je vous rappelle que le Parti Socialiste, l'année dernière, pour des universités d'été, avait employé des travailleurs détachés. Vous comprendrez bien qu'ils ne sont pas les plus à même de le faire. Et, exactement. Nous aiderons aussi les entrepreneurs français à être des entrepreneurs civiques. Aujourd'hui, que vous investissiez dans des machines françaises ou des machines chinoises, le traitement fiscal est le même. Ce ne sera pas le cas avec nous. Tout investissement fait dans de la production française donnera le droit à un dégrèvement fiscal de 50% sur l'impôt sur les sociétés. C'est une mesure concrète, applicable et qui peut relancer la machine France. Le mérite, c'est aussi à l'école. À l'école. L'école où il est moderne de ne plus apprendre au collège que François Ier a existé. À quoi ça sert? Soliman le Magnifique, par contre, oui. Cette magnifique école où au CP, on apprendra l'arabe, pour ceux qui voudront, alors que beaucoup de jeunes Français, de toutes origines, ne savent plus lire, écrire ou compter. Cette école où le mérite n'est plus une notion importante, mais où l'égalitarisme est devenu la norme.
80% de reçus au bac. Mais quel bac? Vaudrait-il mieux pas 50% à un bac qui ait une réelle valeur et qui forme vraiment des jeunes à avoir un travail? Il faut remettre l'école au cœur de notre système social et de notre système d'assimilation. Najat Vallaud-Belkacem a détruit une génération, nous sauverons les générations futures. Et puis cette France, j'ai pris le train tout à l'heure, l'Intercité, pour ne rien vous cacher, ça a un défaut, c'est que c'est très long, mais ça a un mérite, c'est qu'on traverse les beaux paysages de France. Et sur 4 heures, j'ai traversé 3 heures de campagne. 3 heures de ces campagnes dont ils ne veulent plus. Aujourd'hui, la France idéale pour nos chers technocrates, nos énarques bien-aimés, c'est une France de ville de 200 000 habitants. Avec le câble, avec la fibre, avec le tramway, avec des cités multiculturelles, avec des grands cinémas et des zéniths. Une France où l'on vit bien et où il y a du travail. Mais la France des villes de moins de 10 000 habitants, la France rurale, elle n'intéresse plus personne. Aujourd'hui, les gendarmeries ferment et se regroupent dans les préfectures, les gares ferment, les commerces s'en vont, et l'on crée une France à 2 vitesses, celle du XXIe siècle et qui se prépare pour le siècle futur, et une qu'on condamne à la désertification et à une régression sociale et civile. Mais le rôle de l'État, rappelez-moi, ce n'est pas l'égalité des territoires, ce n'est pas l'aménagement du territoire, ce n'est pas de traiter tous les citoyens de la même manière. Est-ce qu'un citoyen d'une ville de 3000 habitants n'a pas le droit à la sécurité, n'a pas le droit à l'école, n'a pas le droit à la poste et n'a pas le droit de se déplacer? C'est inadmissible. Non, nous ne créerons pas des très grandes métropoles qui seront censées être les capitales de très grandes régions qui dépendront directement de Bruxelles. Nous tenons à nos villes rurales, nous tenons à nos départements et nous tenons à la notion d'État-nation comme seul et unique critère de décision pour le peuple français. Et enfin, le pays des droits de l'homme et de l'égalité homme-femme redeviendra le pays de l'égalité homme-femme. Au travail, à l'école bien sûr, mais surtout parce que nous n'accepterons pas le terrible sort qui se prépare pour un certain nombre de femmes françaises, que l'on force à se voiler. Et aujourd'hui, hier ou avant-hier, c'était les 70 ans du bikini. Eh bien, je trouve que c'est une régression terrible de voir H&S, Zara et d'autres grandes enseignes faire le burkini. Vous savez, c'est ce maillot de bain qui ne laisse apparaître que les yeux. Je pense qu'il faut être très ferme. Et je ne parle pas là de religion. Je parle bien de droits des femmes. Mais on doit être sans aucune faiblesse, puisque c'est la moitié, et même un peu plus, des citoyens français qui est concerné. Et nous devons être très vigilants. Il ne faut pas céder un seul pas sur l'égalité homme-femme, sous couvert de religion, de politique, ou de fanatisme, ou de quoi que ce soit. Et enfin, je ne vais pas être trop long, parce que j'aimerais bien pouvoir répondre à vos questions s'il y en a, il faut que ceux qui mettent en place ces mesures soient exemplaires. C'est la fin des candidats qui auront un casier judiciaire. Avec nous, casier judiciaire veut dire inéligibilité. Les parlements pléthoriques, en région ou nationaux, ça ne sert à rien. Là encore, ce sera fini. 400 députés, 200 sénateurs et la fin du Conseil économique, et ça marchera tout aussi bien. Plafonnement des indemnités, beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Et puis enfin, le pouvoir au peuple. Les référendums pour toutes les questions sociétales. Le référendum pour toutes les questions qui ont lieu à la souveraineté de la France et à la constitution de la France. Quand j'entends, suite au Brexit, des commentateurs sur les chaînes françaises expliquer mais pourquoi est-on allé demander au peuple qui n'y comprend rien? Mais je vous conseille, une fois que vous serez rentré chez vous, de prendre le petit Larousse et de voir la définition du mot dictature. D'aller voir après les organes décisionnels de la Commission européenne et vous verrez que ça fait froid dans le dos, car c'est officiel, c'est de la pure langue française, c'est pas de la politique. Nous sommes aujourd'hui en dictature. Moi, je suis un démocrate, je suis gaulliste, et comme beaucoup d'entre vous, et je crois dans la démocratie, et je crois dans le bon sens populaire. Et quand on voit dans quels errements nos soi-disant élites se sont fourvoyées, je me dis que finalement, écoutez, le peuple, c'est peut-être pas plus mal. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de faire comme en Italie, où à Turin,
et à Rome, ils ont élu des mairesses, d'ailleurs, venues de partis de rupture. Et faire comme au Royaume-Uni, il ne suffit Nigel Farage pour dire cette Europe-là, nous n'en voulons plus. Pour faire comme en Espagne, ou Podemos, alors, qui sont un peu loin idéologiquement de nous, mais qui sont un parti de rupture, est aujourd'hui la deuxième force. Pour faire comme en Suède, où le Parti des démocrates suédois, qui est notre allié, comme UKIP d'ailleurs, et comme le mouvement Shinkwistele, est aujourd'hui crédité du meilleur score de tous les partis politiques suédois, alors que c'est un parti tout jeune qui, comme nous, prône la rupture. Ou comme en Autriche, où d'ailleurs un candidat souverainiste, on va dire, était face à un indépendant vert, et ils vont revoter, mais deux partis de rupture. La rupture est partout en Europe, la rupture est nécessaire en France, et les seuls qui sommes demain les représentants d'une rupture sereine, sage, raisonnable, c'est vous, aux législatives, et c'est notre futur président de la République, Nicolas Dupont-Aignan. Vive la République, vive la France. C'est à vous de parler maintenant. Hein. Donc, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions à Laurent, vous me faites signe. Questions sur tous les sujets. Hein. Sur tous les sujets, absolument. Donc, vous me faites signe, je vous passe le micro et Laurent vous répondra. Y a-t-il quelqu'un qui peut toujours en premier? Toujours la plus dure. Ah, je vais passer le micro. Quelqu'un de courageux. À ce moment-là. bien voir. Je vous en prie. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Claude Gimière, je suis contrôleur des douanes. Donc on parle souvent de gendarmerie, de la police. Vous venez de parler des frontières. On n'a jamais entendu parler des douanes. Et que pensez-vous faire à ce sujet? Et comment remettre au devant de la scène la douane? Alors, nous n'en parlons peut-être pas, je n'ai peut-être pas parlé aujourd'hui, je ne voulais pas être trop lourd, mais nous agissons. Nous sommes allés voir plusieurs de vos collègues partout en France, notamment dans ma région, la Lorraine, mais partout ailleurs, avec Nicolas Dupont-Aignan, pour écouter un peu leur avis et savoir ce qu'on peut mettre en place. Et pour mesurer aussi le désarroi d'un certain nombre d'entre eux, qui n'ont pas les moyens de faire leur métier et pour lesquels la libre circulation est parfois problématique face au trafic. Nous voulons rétablir les frontières. Ça veut dire que nous voulons rétablir un service des douanes capable de contrôler ces frontières, contrôler les trafics, contrôler bien sûr ce qui rentre et ce qui sort en France. Donc c'est avec la police et l'armée un des postes budgétaires que nous augmenterons, très clairement. Pour nous, les douanes, c'est le bras armé des frontières. C'est un contrôle nécessaire, notamment sur la contrefaçon, pour ce qui est industriel, et aussi des trafics, on en a parlé. Donc là encore, pour nous, c'est important. Et c'est important aussi parce que nous rétablirons un système de taxes à l'entrée en France. On ne tolérera pas qu'un produit chinois fait sans aucune norme environnementale, où des enfants payés $1 par jour ont travaillé, puissent arriver sur le marché français sans être taxés. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une taxe de 6,5% qui est prise, mais ça ne remet pas à niveau. Il faudra remettre à niveau. Donc dans tout cet ensemble de dispositifs, la douane aura un rôle important à jouer. Donc c'est un axe principal qui fait partie de notre axe remettons de l'ordre, j'allais dire, et dans laquelle la douane aura toute sa place. Et nous travaillons d'ailleurs avec certains de vos collègues à l'établissement du programme sur cette matière. D'autres questions? Christophe Julien de la Haute-Vienne. J'ai une question à propos des médias. Oui. Les médias, moi ça m'affole un peu de voir que les médias soutiennent, quasiment 80%, soutiennent le gouvernement actuel. Peut-être pas. Le système, en tout cas. Le système plutôt de gouvernement. Et je voudrais un petit peu savoir quel est le programme de Debout la France sur les médias à venir. Alors, d'abord, contrairement à d'autres, nous ne changerons pas les dirigeants des médias pour mettre des gens proches de nos idées à leur place. Je dis ça ne m'arrange pas, parce que vu mon métier, j'aurais bien aimé être président de France Télévisions, mais non, je plaisante. Mais c'est pas voilà. Par contre, nous écrirons des règles très claires, notamment l'égalité du temps de parole, non pas l'équité du temps de parole. Je m'explique. L'égalité, c'est-à-dire que deux candidats ont exactement le même temps d'antenne dans la même émission. Pour le coup, il n'y a pas de débat. Or, aujourd'hui, la règle, c'est pas ça. Chaque chaîne décide du temps de parole des candidats en fonction de plusieurs critères
mais selon sa volonté. Les sondages, le nombre d'élus, les élections précédentes, la présence sur le terrain. Ils font leur petite mixture et ils décident du temps d'antenne. Et j'étais au CSA il y a 2 semaines pour parler justement du temps d'antenne pour les présidentielles. Et je leur ai posé une question toute simple. Si on prend le plus petit score possible, c'est-à-dire un député sur 577, la case horaire la pire, 1h du matin. Et je leur ai dit, est-ce que pour vous, légalement, début septembre, on peut avoir un 570e du temps d'antenne sur TF1 à 1h du matin et Nicolas Sarkozy, 50% d'antenne du temps du journal de TF1. Est-ce que c'est légal? Ils m'ont répondu oui. C'est légal. Donc voilà où nous sommes aujourd'hui. Et donc, évidemment, les médias qui veulent faire de l'audience inviteront toujours les gens les plus connus. Parce que vous pouvez imaginer que ça fait plus d'audience. Même si Nicolas fait 6,5 millions de téléspectateurs au journal de TF1, ce qui est un des meilleurs scores du journal, il faut le préciser. Donc, nous rétablirons des règles. Mais nous n'interviendrons pas, comme d'autres ont eu la tentation de le faire précédemment, sur les nominations. Parce que nous respectons la démocratie, nous ferons juste en sorte que les gens soient nommés pour leurs compétences et non pas leurs affinités politiques. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai que ce système des médias, aujourd'hui, fait la part belle à l'UMP, au PS et à ce que j'appelle l'idiot utile qui est le Front National, qui sert d'épouvantail et qui leur permet d'avoir un pitching ball pour montrer combien les 2 autres sont parfaits. C'est-à-dire pour ça qu'ils soutiennent Juppé et Macron, qui sont 2 personnages un peu lisses. D'ailleurs, c'est le même, Macron, c'est Juppé avec des cheveux. C'est juste qu'ils veulent entretenir le système parce qu'ils y ont intérêt. Mais si demain on fait 20 à 25%, vous verrez que leur attitude changera du tout au tout. Et nous serons beaucoup plus invités. Oui, je voulais parler. Je m'appelle Anna Delpas. Je suis membre du collectif contre le Linky. Enfin, pas vraiment contre, mais bon, on voudrait avoir des éclaircissements sur les compteurs Linky. Donc, on voulait savoir un petit peu la position de Debout la France par rapport à ce... Parce que, bon, il y a l'aspect santé, mais on est quand même assez inquiet aussi sur l'aspect planétaire, parce qu'en fait, il semblerait qu'il y ait une harmonisation en fait, de toute l'énergie au niveau planétaire, avec la possibilité de savoir tout ce qui se passe dans les foyers. Enfin, ça va quand même assez loin, donc ça nous inquiète un petit peu. On aimerait bien avoir confirmation de la position de Debout la France par rapport à ce problème énergétique. Alors, je vais vous montrer qu'on n'est pas des hommes politiques et des femmes politiques comme les autres, parce que je vais vous faire une réponse à laquelle vous ne vous attendez pas. Je n'en sais rien. En revanche, on y travaille, mais on n'a pas de position ferme et définitive. Il y a beaucoup de choses qui sont troublantes, notamment la protection des données privées, notamment le coût de l'installation de ces appareils, à qui profitent ces investissements, qui au final seront payés par les consommateurs. Donc c'est vrai que ce Linky pose des questions. On nous met en avant, du côté des grandes compagnies d'électricité, que c'est un gain qui finalement, dans la production énergétique et dans l'adaptation de la production énergétique à la consommation, bénéficiera dans un second temps aux consommateurs. Ce sont des arguments qui s'entendent tous, qui méritent d'être mesurés pour avoir la position la plus exacte possible. Mais aujourd'hui, pour être très honnête, notre position n'est pas arrêtée sur le sujet. Nicole. Oui. Bonjour. Bonjour. Nicole des Landes. Oui, je serais plus grande comme ça. Bravo d'abord d'avoir fait tout ce chemin. Bah, tiens. Et du coup, j'ai pas mis mes mains dans les poches. Eh bien, c'est très bien. Parce qu'elle m'a appelé, parce qu'elle a vu une fois, pour vous dire, que quand j'assistais à la cérémonie à Colombey de 2 églises, j'ai à un moment mis ma main dans la poche. C'est vrai, je l'ai vu. Ce qui est un manque de respect. Et que tu n'as pas manqué de me faire remarquer, à juste titre. Bon, allez, j'arrête de taquiner. Vas-y. Oui. Alors voilà, moi je voudrais savoir, parce que vous n'avez pas parlé de la recherche. Bon, c'est vrai. Voilà. Il y a plein de sujets dont je n'ai pas parlé. Je ne voulais pas faire 2 heures. Voilà, moi j'ai la maladie de Lyme, Ouais. et il n'y a absolument rien pour me Absolument. Voilà, je me soigne toute seule, comme je peux, avec des huiles essentielles, des compléments alimentaires, voilà. C'est une maladie qui se répand très vite, beaucoup, et dont on ne parle pas. C'est vrai. On parle pas. Sur la recherche en général,
Nicolas Dupont-Aignan a coutume de dire qu'il veut faire de la France le paradis des chercheurs. Parce qu'on a beaucoup parlé de la manière de régler les problèmes actuels, mais il faut aussi préparer l'avenir. Et l'avenir, clairement, passe par la recherche. Or, aujourd'hui, les fonds alloués à la recherche sont beaucoup trop faibles. Et rien n'est fait pour protéger les brevets français en France. C'est terrible de voir qu'aujourd'hui, nos universités arrivent à former des chercheurs brillants dans des domaines très variés, très pointus, probablement même dans certains domaines où nous sommes les seuls dans le monde, mais où malheureusement le système économique privé et public est incapable de les accueillir à des salaires décents, et donc ils vont faire leur recherche notamment aux États-Unis. C'est terrible. Les grands découvreurs sont français, mais ils le font généralement aux États-Unis. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse parce que d'abord c'est notre honneur, depuis Pierre et Marie Curie, d'avoir des chercheurs reconnus mondialement, et puis parce que c'est l'avenir de notre économie aussi. Les matériels, les médicaments, etc., qui seront fabriqués grâce à ça, seront des sources de revenus pour la France. Donc nous allons remettre la recherche au cœur de notre projet, par le financement, par des exemptions fiscales, mais aussi en faisant en sorte que le travail des chercheurs soit mieux rémunéré. Mais c'est là aussi que l'Europe peut jouer un rôle. Parce que lorsque nous sommes Français trop petits, trop seuls pour travailler sur un sujet de recherche, comme le cancer par exemple, et peut-être le cas de la maladie de Lyme, pourquoi ne pas nous associer avec les Allemands, qui ont de très bons labos de recherche, les Anglais, les Belges, les Italiens par exemple, sur ce sujet précis. Voilà une Europe utile, où au cas par cas, on s'associe entre pays de pointe pour faire ensemble ce qu'on n'aurait pas pu faire seul. Ça, c'est plus utile que de définir la largeur des cuvettes de WC, par exemple. Donc voilà. Donc, je pense que ça soulève deux questions. Le statut du chercheur en France qui doit être valorisé. Et la coopération européenne, parce que c'est vrai que s'il y a bien un domaine, parfois, nous sommes trop seuls, c'est la recherche, notamment la recherche fondamentale. Beaucoup à faire aussi sur le prix des médicaments, et les laboratoires privés. L'État doit être beaucoup plus interventionniste dans certains domaines, et notamment les domaines qui concernent la santé. Merci, on vient de parler de la santé, donc il me vient maintenant le problème des vaccins. Moi j'ai une petite fille de 6 mois et on ne trouve plus apparemment le vaccin simple qui est destiné aux petits-enfants. Et les laboratoires trouvent mieux de vendre des vaccins multiples qui ne sont pas obligatoires parce qu'ils les vendent plus cher. Est-ce que, voilà, il y a un haut fonctionnaire qui a démissionné. Alors, il y a plein de questions dans cette question. La première, il est qu'il faudra se demander pourquoi au ministère de la Santé, tout le cabinet des ministres vient toujours de l'industrie pharmaceutique, de près ou de loin. Il y a un moment où cette question doit être posée. Et puis il y a aussi, il faut le dire, une question de cohérence de nos gouvernements. Quand on dit qu'un vaccin est obligatoire, que d'autres ne sont pas obligatoires, mais c'est au rôle de l'État de faire en sorte qu'on trouve sur le marché le vaccin obligatoire, isolé de ceux qui ne sont pas obligatoires. Donc l'État ne joue pas son rôle. J'ai peur de comprendre pourquoi. Mais là aussi, il y aura un vrai ménage à faire, un vrai nettoyage à faire. Je pense qu'il faut une économie de marché, et nous soutenons l'économie de marché. Mais je pense qu'il faut une économie de marché régulée pour le bien des citoyens français. Et lorsque le seul attrait de l'argent dépasse l'intérêt national et l'intérêt général, l'État doit intervenir. C'est pour ça que nous avons très peur, notamment, de la privatisation d'un certain nombre de domaines qui sont aujourd'hui des domaines publics, comme le train. Qu'est-ce qui va se passer demain? Les lignes peu rentables vont fermer. Et donc des gens vont se retrouver encore plus isolés. C'est déjà le cas avec la SNCF. Donc, l'entretien, etc., etc. Donc il y a des domaines où l'État, de temps en temps, doit dire attention. C'est une question de santé publique, c'est une question d'aménagement du territoire, c'est une question de développement économique, c'est une question d'éducation, une question de sécurité. Nous intervenons. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On parlait tout à l'heure d'agents de sécurité privés. Ce sont des sociétés... Alors, c'est un serpent de mer, mais ça va venir. Des sociétés privées vont contrôler la vitesse. C'est pas possible. On est en train de commercialiser la police. Demain, ce sera l'armée. Ce n'est pas la France que nous voulons. Donc, sur cette histoire de vaccin, pour être très honnête,
On peut imaginer qu'il y a collusion entre les laboratoires pharmaceutiques et les décideurs politiques, et que ce n'est pas tolérable. Et là, on en revient à l'éthique et à l'intégrité des gouvernements. Justement, par rapport pour rebondir sur son sujet, les lanceurs d'alerte. Oui. Là, en l'occurrence, Oui. Thomas de Dietrich, qui a dénoncé, il a fait un rapport de 28 pages, je crois, à l'IGAS. On n'en saura probablement rien. Donc là aussi, il faudra quand même protéger les lanceurs d'alerte, même si ça dérange. Alors l'État doit protéger les lanceurs d'alerte de deux manières, en faisant en sorte qu'ils ne soient pas condamnés pour une alerte lancée, et en faisant en sorte qu'ils soient, je vais peut-être vous choquer, mais provisoirement rémunérés par l'État pendant une période évidemment donnée, que ça ne vienne pas une de rente à vie, on ne va pas recréer des problèmes et retrouver une autre poche, mais en tout cas pour les mettre à l'abri d'une contingence financière, parce que Stéphanie Gibault, que vous connaissez peut-être, qui est une des lanceuses d'alerte, qui était tête de liste à Paris pour la liste Île-de-France au régional, elle n'a plus rien pour vivre. Les banques se sont donné le mot d'ordre, ne l'engagez plus. Et grosso modo, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent faire en sorte qu'elle n'ait plus rien pour vivre, la décourager, et puis qu'un jour elle écrive un article en disant « je me suis trompé, j'ai menti ». Bon, moi je soutiens en Lorraine les deux qui ont dénoncé justement cette affaire des banques luxembourgeoises. Eh bien il y en a un qui fait une collecte sur Internet parce qu'il n'a plus rien pour manger. Bon, ça c'est pas possible. Il faut que les gens qui lancent des alertes pour le bien de la société puissent savoir qu'après, ils ne mettent pas leur propre vie et la vie de leur famille en danger. Donc ça veut dire protection et ça veut dire un minimum pour vivre. Après, il y a une question délicate, et là il faudra bien définir les contours. Il y a une limite entre un lanceur d'alerte et quelqu'un qui agit par vengeance personnelle, par exemple contre un employeur. Donc il faut définir des règles très strictes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui disent la vérité ne sont pas protégés. On peut citer beaucoup de banques. Notre amie anglaise a une question à poser. Une fois, un child. Excusez-moi, mon français n'est pas bon, mais je sais. C'est très très intéressant d'être ici et merci pour tous les candidats, c'est fantastique, c'est bon pour moi parce que toute ma vie je suis intéressant des politiques et mon père avait écrit beaucoup de lettres pour des journaux dans son vie et des choses comme vous avez parlé, des démocraties, des justice pour des gens, etc., etc. Et pour ça, je suis toute ma vie intéressante de la politique. J'étais une professeure d'histoire et d'anglais et j'ai travaillé dans beaucoup de pays dans le monde, maintenant en retraite. J'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup toutes les choses, mais je suis comme vous un peu en colère des choses ici un peu mal. Le transport public pour des vieilles dans mon village, par exemple. Mon mari aime beaucoup les trains, mais il n'aime pas le système à ce moment parce que ce n'est pas des trains publics en grève ou très chers. Oui. C'est un dommage, parce que c'est très nécessaire d'avoir un bon système de transport. Ici, à ce moment, vous avez un bon système de santé, plus meilleur de l'Angleterre. Oui, très bon. Dans l'hôpital de Tulle, par exemple, j'étais très bon. Mais peut-être un problème pour le futur, ce n'est pas protection de ça. Oui,
vous avez raison de parler des choses comme ça, c'est très intéressant. Et avec Bruxelles et l'Europe, oui, c'est le plus important, démocratie. Oui. C'est la plus importante. C'est toujours intéressant d'entendre des gens un peu extérieurs. Je sais que vous vivez en France depuis de nombreuses années, mais il y a toujours cet œil un petit peu distancié quand on regarde un pays comme ça. Et ce qui revient souvent, et c'est un peu en filigrane ce que vous dites, c'est-à-dire que la France, finalement, ça pourrait être un pays merveilleux. On a tout. D'abord, nous avons un passé industriel incroyable, nous avons été pionniers dans plein de choses. On a une agriculture de qualité qui fait en plus vivre nos terroirs. On a un système éducatif qui est en train de s'écrouler depuis 4-5 ans, pas seulement depuis 4-5 ans, mais de manière accélérée depuis 4-5 ans, mais qui reste quand même avec quelques fondamentaux importants. Et pourtant, on a 6 millions de chômeurs. Et pourtant, on dégringole dans les classements mondiaux. Et pourtant, de plus en plus de Français vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et souvent, quand on fait de la politique, on est amené à se demander pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les Français sont feignants, comme on essaye de nous l'expliquer? Je crois pas. Je crois pas. Est-ce que les entrepreneurs français et les patrons français sont tous des salauds qui exploitent leurs salariés? Je ne crois pas. Je crois que le seul problème qu'on a en France, ce sont nos gouvernants, qui ont tout abandonné et qui essayent de dissimuler leur lâcheté et leur faiblesse en disant soit c'est pas moi, c'est Bruxelles, c'est souvent vrai d'ailleurs, mais pas toujours. Parce que quand on veut, on peut. Soit, vous savez, les Français sont ingouvernables, les Français sont feignants, les Français ne travaillent pas assez, les Français abusent du système, etc. Mais le problème, ce sont nos gouvernants. Et moi, ce que je crois vraiment, c'est que quand on va sur le terrain, quand on va militer, il ne faut jamais oublier qu'on a, allez, je le dis, désolé, fermez vos oreilles 2 secondes, on a le plus beau pays du monde. Et on a un pays qui peut faire de très grandes choses. Il suffit de le remettre à l'endroit. Et c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué. Relancer une agriculture en faisant en sorte que les écoles d'un département achètent les produits de la cantine aux agriculteurs du département plutôt que d'importer des produits d'Espagne. C'est une lapalissade et pourtant nous ne le faisons pas. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Faire en sorte que à chaque fois que l'État, que la région, que le département donne une aide à une entreprise, elle la conditionne au fait que cette entreprise n'emploie pas de travailleurs détachés ou ne délocalise pas une usine à l'étranger. Ce sont de petites choses, de la vigilance, du sens permanent de l'intérêt commun qui n'habite plus aujourd'hui nos hommes politiques, qui ne pensent plus qu'à leur réélection, à leur carrière. Le vrai problème, je vais vous dire, il est là. Une question de notre doyen. Ah, une question géopolitique. Oh là, j'ai la pression. Bon, je voudrais ouvrir une parenthèse par rapport à la venue de M. Barack Obama, oui, reçu par Mme Merkel, ainsi que notre inévitable François Hollande. Que compte donner Dupont-Aignan à cette visite si notre joie de voir M. Dupont-Aignan élu président de la République? Alors, tout d'abord, nous continuerons d'avoir des relations avec les États-Unis d'Amérique et avec l'Allemagne, mais des relations d'égal à égal, de voisin à voisin, et pas des relations de maître à esclave. Ça, c'est clair. Le seul maître de la France, c'est le peuple français. Ce n'est pas Mme Merkel ou les Allemands. Quand je vois qu'après le Brexit, ils ont tous filé à Berlin, tous, comme si Berlin était le lieu où tout se décidait, je dis nein, Frau Merkel, das ist nicht möglich. Et quand Barack Obama ose dicter aux Anglais le choix qu'ils doivent faire sur le Brexit, ose juger de l'avenir de l'Union européenne, ose même nous demander d'intégrer la Turquie à l'Union européenne, je dis, Monsieur Obama, occupez-vous de votre pays, il y a beaucoup de choses à faire. Car l'intérêt de la France n'est pas l'intérêt de l'Allemagne, qui est un pays vieillissant, en perte de démographie, et qui a besoin de main-d'œuvre bon marché pour ses usines. Alors oui, quand l'Allemagne ouvre la porte à 1 million de migrants clandestins, dont seulement 10%
sont des gens qui souffrent en Syrie ou en Irak, eh bien, elle le fait, peut-être par humanisme, mais surtout par intérêt bien contrôlé. Sauf que la France, elle, n'est pas dans cette situation. La France a 6 millions de chômeurs, la France a une natalité saine, et il n'est pas question pour nous que ce 1 million de clandestins traversent la frontière, qui d'ailleurs n'existe plus. Est-ce que vous saviez, par exemple, que 150 000 de ces clandestins, enfin, ou immigrés, ou migrants, comme on les appelle, a disparu en Allemagne, de l'aveu même du ministre de l'Intérieur. Où sont-ils? À Calais? On ne sait pas.